Discours de Jacques Chirac sur la question des chocs des civilisations. Monsieur le Président de la République du Nigeria, Madame la Présidente de la Conférence Générale, Monsieur le Directeur de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs, a-t-on retenu toutes les leçons du XXe siècle? Telle est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Avec la tragédie du 11 septembre dernier, c'est en effet une vision utopique du nouveau millénaire. Comme tant de paix et de fin de l'histoire, qui a été touchée au cœur. D'aucuns avaient le sentiment que nous avions laissé derrière nous le siècle des 2 guerres mondiales. Et de ces millions de morts, de la Shoah, du Goulag et de tant d'autres massacres. Malgré les conflits qui continuaient d'ensanglanter notre planète, le siècle naissant a été accueilli avec espoir et confiance. Espoir d'un monde libre et pacifié avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Espoir d'un monde libre et pacifié. Espoir d'un monde meilleur où les progrès de la science, les vertus de l'éducation, la rapidité des communications apporteraient davantage de prospérité, de justice, de bonheur. Confiance dans les avancées de la démocratie et l'affirmation des solidarités. La tragédie de New York, dont nous n'avons pas fini de mesurer les effets, est venue ébranler cet espoir et cette confiance. De plus en plus, nous entendons évoquer un choc des civilisations qui marquerait le XXe siècle. De même que le XIXe siècle a vu s'affronter les nationalités et le XXe siècle les idéologies. Un choc de civilisations présent et à venir qui serait plus radical, plus violent, plus passionnel parce qu'il verrait s'affronter des cultures et des religions. Ce discours qui se nourrit de toutes les peurs, il s'agit d'abord de le refuter, car l'adopter, c'est tomber dans le piège que nous tendent les théoristes qui veulent soulever les hommes, culture contre culture, religion contre religion. Ici, devant l'horreur, les pays se rassemblent pour châtier les coupables, pour endiguer le terrorisme, c'est un combat pour l'homme contre la barbarie. À ce discours, il s'agit surtout d'opposer une autre réalité politique, morale, culturelle, une autre volonté. Celle du respect, celle de l'échange, celle du dialogue de toutes les cultures, inséparable de l'affirmation claire et sans concession des valeurs qui nous font ce que nous sommes. Votre conférence générale qui s'inscrit dans un moment de doute et d'interrogation est l'occasion de reposer certaines questions, d'apporter des réponses, d'exprimer des idéaux. Je suis heureux d'y faire entendre la voix de la France. Sans céder à la tentation d'un quelconque vertige, nous devons tous nous interroger chacun pour notre part, et aussitôt les questions fusent. Sommes-nous restés fidèles à notre propre culture et aux valeurs qui sous-tendent? L'Occident a-t-il donné le sentiment d'imposer une culture dominante, essentiellement matérialiste, vécue comme agressive, puisque la plus grande partie de l'humanité l'observe, la côtoie sans y avoir accès? Est-ce que certains de nos grands débats culturels ne sont pas parfois apparus comme des débats de Nancy ethnocentrés qui laissaient de côté les réalités sociales et spirituelles de ce qui n'était pas l'Occident? Jusqu'où une civilisation peut-elle vouloir exporter ses valeurs? La réponse à cela, nous la vivons dans nos traditions. Nous la sentons dans nos cœurs et dans notre raison. C'est le dialogue des cultures, gage de paix alors que le destin des peuples se mêle comme jamais. Un dialogue revivifié, renouvelé, réinventé en prise sur le monde tel qu'il est. Sur quel principe se fondera ce dialogue? Le premier qui pourrait être inscrit au frontispice de l'UNESCO, c'est l'égale dignité de toutes les cultures et leur vocation à s'interpénétrer et à s'enrichir les unes des autres. C'est tout à la fois une évidence portée par toute l'histoire de l'humanité, histoire littéraire, artistique, architecturale,
c'est aussi et surtout une grille de lecture du monde. Que serait l'architecture, la poésie ou les mathématiques sans la culture arabe, qui recueillit aussi les savoirs antiques, qui s'aventura bien loin de ses frontières quand l'Europe s'enfermait sur elle-même? Que serait la philosophie sans l'obsession hindoue de la nature de l'être, sans son sens du rythme et des respirations? Que serait l'art du XXe siècle s'il n'avait été fécondé par l'Afrique et les peuples premiers? Que dire de l'Extrême-Orient, de sa recherche passionnée de l'harmonie, du geste juste, de son intuition, de la tension des contraires comme source de l'élan vital? Que serait le rêve de liberté et le respect dû à chaque homme sans la philosophie des Lumières qui essaima de France au XVIIIe siècle à travers toute l'Europe pour finalement traverser les océans? Que dire de l'apport essentiel des religions à la vie des hommes lorsqu'elles les élèvent au-dessus de leurs simples conditions pour accéder à l'absolu, lorsqu'elles les éloignent de la haine et des égoïsmes, les rassemblent dans une communauté ouverte et généreuse? Certes, toutes les cultures ne se développent pas au même rythme. Elles connaissent des apogées et des déclins, des périodes de rayonnement et d'expansion comme des temps de silence et de repli. Pour autant, toutes continuent à vivre au présent de notre mémoire collective. Elles construisent nos identités, nos raisons d'être. Elles apportent à nos vies la lumière, le plaisir, le chatoiement de la poésie et des beaux-arts, l'accès à la connaissance et à la transcendance. Elle s'attelle aussi à l'obscur, questionne le mystère et l'énigme, et constitue ensemble à égalité la part de lumière, de progrès, d'exigence éthique de l'humanité. Le deuxième de ces principes inséparables de l'égale dignité des cultures, c'est la nécessité de la diversité culturelle. Il ne peut y avoir de dialogue entre l'un et son double au mépris de l'autre. Cette diversité est menacée. Je pense aux différentes langues du monde qui sont aujourd'hui près de 5000. Nous savons qu'il en disparaîtra la moitié au cours de ce siècle si rien n'est fait pour leur sauvegarde. Je pense aux peuples premiers, ces minorités isolées aux cultures fragiles, souvent anéanties par le contact de nos civilisations modernes. Je pense bien sûr à l'habitat, au mode de vie, aux coutumes, aux productions artisanales, culturelles exposées à la standardisation, qui est l'un des avatars de la mondialisation. Qu'on ne s'y trompe pas, je ne suis pas de ceux qui magnifient le passé et qui voient dans la mondialisation la source de tous nos maux. Il n'y avait pas hier un admirable respect des cultures, et il n'y a pas de nos jours une affreuse volonté d'hégémonisme, qu'on se souvienne seulement des conquêtes et des colonisations qui trop souvent cherchaient à imposer par la force des armes ou pression de toute nature, et en parfaite bonne conscience des croyances et des systèmes de pensée étrangers aux peuples colonisés. Aujourd'hui, la mondialisation est souvent présentée comme une nouvelle forme de colonisation visant à installer partout le même rapport ou la même absence de rapport à l'histoire, aux hommes et aux dieux. La réalité est plus complexe.